Bonjour, je suis le docteur Convemal. Je suis responsable du centre de référence neurofibromatose pour la région Rhône-Alpes-Auvergne et je travaille au centre anticancéreux Léon Bérard à Lyon. Je vais vous présenter un peu la conduite à tenir pour la prise en charge d'enfants porteurs de neurofibromatose de type 1. Alors, un rappel très rapide, vous savez qu'on a déterminé en 1988 en gros deux types de neurofibromatose, la type 1 et la type 2, alors qu'avant c'était un grand ensemble qu'on appelait maladie de von Recklinghausen. Et puis quelques années plus tard, on a isolé à nouveau trois autres entités qui sont la NF1 en mosaïque, la maladie de Léjus, dont vous avez la première personne qui a décrit, vous avez la chance de voir Eric Léjus qui vous parlera, et puis la NF3 ou schwannomatose. Alors, la neurofibromatose de type 1, très rapide, c'est une des plus fréquentes des maladies génétiques. C'est une mutation localisée sur le chromosome 17. La transmission est autosomique dominante, mais l'expressivité est variable. Et ce qui est important, c'est que le taux de néomutation est présent dans 50% des cas. C'est-à-dire qu'un cas sur deux, c'est l'apparition d'une nouvelle mutation, alors que les parents ne sont pas atteints. Ce qui veut dire que c'est une affection qui est quand même tout le temps en voie d'expansion, si on peut dire. Alors, quand on suspecte une neurofibromatose de type 1 chez un enfant, il y a d'abord deux étapes. La première, c'est bien sûr de faire le diagnostic. Et la deuxième, c'est de proposer un suivi. Alors, faire le diagnostic, la conférence de consensus en 88 a déterminé que le diagnostic pouvait être confirmé si nous avions l'association de deux critères. Alors, vous les connaissez, mais je vous les rappelle. Au moins 6 taches caféoleux comme ici, un neurofibrome plexiforme ou 2 neurofibromes, des lentigines axillaires ou inguinales, ces petites taches marron sous les aisselles, un gliome des voies optiques, cette tumeur au niveau du conduit du nerf optique, des nodules de Lisch, des tout petits nodules qui sont asymptomatiques mais qui sont un bon marqueur, des lésions osseuses caractéristiques, que ce soit le sphénoïde, les os longs ou la colonne vertébrale, et puis surtout un parent atteint de NF1. Et là, quand on a deux critères, on peut dire que l'enfant est porteur d'une NF1. Alors, ce n'est pas si facile que ça. On s'aperçoit d'abord que pour le petit enfant qui n'a pas d'antécédent, il n'y a souvent qu'un critère qui sont des taches caféolées. Donc on a un enfant qui a plus de 6 taches caféolées, on perçoit qu'il y a sûrement une NF1, mais on ne peut pas le confirmer. Parce qu'il y a quand même des diagnostics différentiels. Il y a d'abord la maladie de taches caféolées, la maladie de Léjus, qui sont des enfants qui n'ont que des taches caféolées et qui n'auront pas d'autres symptomatologies générales. Il y a un piège qui est la mastocytose. Vous voyez, cet enfant, si vous voyez bien, il a des taches marron comme ça tout le corps, mais en la frottant, ça devient tout rouge. Du coup, c'est une infiltration tumorale de mastocytes et ce n'est pas du tout une neurofibromatose. Le syndrome tricolore, qui est l'association de taches caféolées, de taches achromiques et d'une peau normale, qui n'est pas non plus une NF1. Et puis, on a dans l'expérience de nombreux tableaux atypiques. On a des enfants qui ont 5, 6, 7, 8 taches caféolées. On les suit, ils ne développent rien d'autre, on fait une recherche de mutation, on ne trouve rien. Ce sont des syndromes dits en attente pour lesquels on ne sait pas quoi faire, mais manifestement qui paraissent plutôt bénins. Donc on ne porte pas quand même aussi facilement le diagnostic d'un NF1 uniquement sur deux critères. Il faut quand même qu'une connaissance de l'affection et un esprit critique. Alors quel est le principe de surveillance d'un enfant NF1 ? C'est surtout pas d'examen excessif. C'est-à-dire qu'on est, nous en tant que référents, obligé de résister à la pression, à la demande des médecins qui veulent absolument faire des scanners, des IRM, tout ce qu'on veut, notamment les IRM cérébrales chez le petit enfant. Et puis il faut résister aussi à la pression des parents qui veulent aussi savoir ce qui se passe. Et donc on a opté, grâce aux études précédentes quand même, sur plutôt une surveillance armée. Alors armée, ça veut dire qu'on est au pied de guerre, on se méfie de tout, un peu comme le guetteur, ce qui impose d'abord un examen régulier, au minimum annuel, que l'on fasse attention aux moindres symptômes, et ça dans nos consultations, le moindre symptôme est analysé, voir si on doit faire ou pas des examens, et surtout il faut une connaissance de la maladie, donc il faut que ce sont des gens qui viennent dans des centres où on connaisse la maladie, où on est habitué à avoir des centaines de patients, et un peu trier de ce qui peut être un F1 et non un F1. Alors qu'est-ce qu'on entend ? Dans la prime enfance, en fait, les principales complications, d'abord je dis il n'y a pas d'urgence. On nous appelle, oh là, les taches caféolées, c'est une neurofibromatose, il faut le voir en urgence. Quel âge il a ? 6 mois. Il va bien. Bon, on n'est pas pressé, on le verra dans un an. Il n'y a pas de symptômes, il va bien, il n'y a pas urgence à en faire un diagnostic, sauf si les parents sont vraiment trop angoissés. Mais sinon, il n'y a pas d'urgence parce qu'on sait que dans ce prime enfance, souvent, il n'y a pas grand-chose.
Alors, ce qu'on va essayer de détecter, c'est le gliome des voies optiques, qui est la complication la plus fréquente, entre 2 et 6 ans. Les dystrophies osseuses, qu'on appelle les pseudarthroses, les membres incurvés. Et puis les gros neurofibromes plexiformes qui apparaissent très tôt et pour lesquels peut se poser l'indication d'un traitement. Un peu plus tard, disons à partir de 8 ans, ça va être surtout les troubles attentionnels qu'il va falloir détecter, les scolioses dystrophiques et aussi le problème des neurofibromes plexiformes. Et puis à l'adolescence, on est plutôt sur une période un peu calme. C'est-à-dire qu'on a passé les deux périodes. Ce qui va surtout importer à l'adolescence, ce sont les neurofibromes cutanés, le caractère inesthétique, le problème de relations sociales qui peut être très difficile. Des questionnements sur la maladie. Là, ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va évoluer? Et puis aussi, on commence à leur parler du mode de transmission, en sachant qu'ils vont transmettre une mutation. Il faut qu'ils en aient conscience et qu'ils ne trichent pas lorsqu'ils auront quelqu'un avec qui ils veulent faire leur vie. Alors, à Lyon, vous voyez ici la ville. Je suis désolé, je ne vais pas montrer une jolie vue de la ville. Mais donc, comme on est une petite ville, on a réparti tout le centre, réparti en 4 hôpitaux, que ce soit l'hôpital femme-mère-enfant, l'hôpital Édouard Herriot, le centre d'Ambérard, qui est le siège un peu du centre de référence, et le centre des Massues, qui est spécialisé en problèmes de colonne vertébrale. Vous voyez qu'on fait une consultation 2 fois par semaine, et on consacre pour les nouveaux patients à peu près 1 heure, plus ce qui est la chirurgie au laser qui se fait 2 fois par mois en bloc opératoire. Alors, comment prend-on en charge un enfant? Je vais vous donner notre expérience. Nous, comment on a organisé ça, puisque c'était un peu la demande. Je ne parle pas au nom des autres centres. Voilà comment nous avons organisé. D'abord, il y a une première consultation systématiquement, quel que soit l'âge, que ce soit les petits-enfants, le nouveau-né, la personne adulte, est vue par nous, et avec le docteur Pinson, qui est généticien, et moi-même, qui est un dermatologue et oncodermatologue, où on essaie de poser d'abord le diagnostic. Vous avez vu que ce n'est parfois pas évident. On fait un conseil génétique auprès des parents. On fait une évaluation et on regarde s'il y a besoin d'examens complémentaires. On explique la maladie aux parents. Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi il y a ça? C'est quand même souvent une douche froide, surtout chez les jeunes couples. Et puis, on met en place un projet de suivi. Alors voilà, en gros, schématiquement, lorsqu'on a fait le diagnostic, à ce moment-là, les enfants, ils ont moins de 8 ans, ils sont adressés au docteur Léon François, qui est neuropédiatre, qui est un peu spécialisé dans les troubles attentionnels et qui va voir les enfants, si tout va bien, 1 fois par an. Quand les enfants ont 8 ans ou plus, à ce moment-là, c'est moi qui le prenne en charge, au centre Léon Bérard, avec toujours la même rythmicité, 1 fois par an. Par contre, s'il y a des complications, soit des complications que je peux traiter, je le fais, ou le docteur Léon François, s'il y a des complications plus importantes, et vous voyez quand même si elles ne sont pas si fréquentes, il y a beaucoup de complications, à ce moment-là, nous avons un listing de spécialistes, tous dans une des complications qui peut survenir, qui est capable de répondre et qui s'est engagé à pouvoir répondre rapidement et être compétent. Et vous voyez qu'on a un peu de tout, des neuropédiatres, oncologie, chirurgie orthopédique infantile, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, psychiatre, pédopsychiatre. Tout ce qui est avec un petit P, c'est la spécialisée uniquement sur les enfants. Alors, à partir de là, si vous voulez, je ne vais pas vous faire un listing de tout ce qui peut arriver, des complications. Je me suis dit, je vais plutôt vous faire un panel de questions que vous nous posez, que nous posent les parents lorsqu'ils ont un enfant qui a un diagnostic de NF1 et sur lequel je vais essayer de répondre. Et à partir de là, vous pourrez éventuellement poser des questions et compléter. D'abord, la transmission. On le répète que s'il n'y a pas d'antécédent familial, lorsqu'un parent vient avec un enfant qui atteint de NF1, s'il n'y a pas d'antécédent familial, et si les parents ne sont pas porteurs, le risque d'avoir, lors d'une deuxième grossesse, un enfant atteint de NF1 est celui de la population normale. Donc ils n'ont pas plus de risque que tout le monde. Et le premier enfant est malheureusement un accident. Et si un enfant n'a pas de signe de NF1, un enfant plutôt âgé, on va dire 10-12 ans quand même, il n'a pas de risque il n'est pas porteur de l'affection, il n'y a pas de risque de transmission. Il n'aura pas une sorte de maladie cachée qui va se révéler dans sa descendance. Parce que dans la NF1, l'expressivité est complète, c'est-à-dire il y a toujours des signes. Et puis, si des parents sont porteurs, ou si l'enfant est porteur, bien sûr, là, la transmission elle redevient avec un risque de 50% à chaque grossesse. La deuxième question, c'est quand fait-on un examen génétique? Souvent une pression, on aimerait bien avoir l'examen génétique. On demande à quoi ça sert, on dit on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, on ne fait pas. On le fait si on a un diagnostic douteux, soit en prévision d'un projet parental. C'est plutôt pour le sujet l'adolescent ou le jeune adulte, où à ce moment-là, on sent bien que s'il y a une grossesse, il vaudrait mieux avant avoir la mutation pour intervenir. Mais ce n'est pas un examen qui est fait systématiquement. D'abord, il n'apporte rien
Lorsqu'on est sûr du diagnostic, il ne va rien apporter au suivi des patients et des enfants. Alors, y a-t-il des formes graves et bénignes? Ça, c'est un truc que je vois. On a quelqu'un a déterminé qu'il y avait 4 grades, le grade 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est qu'on peut mettre des gens dans ces grades que quand ils sont morts. Parce qu'avant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation d'abord clinique entre parents et enfants. On ne peut pas déterminer si un enfant aura une forme grave ou une forme bénigne à l'avance. On ne sait pas. Parfois, il peut avoir une forme sévère au début, genre grand neurofibrome plexiforme, puis toute sa vie va être tranquille, comme ne rien avoir pendant 10 ans, 11 ans, puis faire un neurofibrosarcome. Enfin, c'est impossible de dire. Ce qui explique qu'il n'y a pas de... On a essayé de voir si on pouvait déterminer des populations à risque. Pour le moment, à part exception, on n'a pas tellement de corrélation phénotype-génotype. Ce qui explique que ça nous impose de faire un suivi annuel chez l'enfant, il vous expliquera aussi chez l'adulte. Mais il faut vous souvenir quand même que les formes vraiment graves représentent à peu près 5% des cas chez l'enfant. La plupart du temps, ça se passe bien. Bon. Alors, pourquoi ne fait-on pas d'examen systématique? Parce que ça ne sert à rien à la prise en charge, et puis surtout, c'est source de beaucoup de questions. Et puis après, de beaucoup d'angoisse. Si on fait une IRM systématique à un enfant, qu'on trouve des trucs bizarres dans le cerveau, les parents, de suite, psychotisent un peu, c'est un cancer, c'est une tumeur du cerveau, quand est-ce qu'on va le refaire, est-ce que ça va évoluer? Et puis, donc, dans ce cas-là, il vaut mieux rien savoir du tout. Dans la mesure où il n'y a aucun symptôme, dans la mesure où l'enfant va bien, on s'arrête là. On ne va pas imposer à des nourrissons, des enfants, de faire des IRM sous anesthésie générale tous les 6 mois, tous les ans. Sauf dedans qu'il n'y aura pas de réponse thérapeutique. Si ce n'est pas symptomatique, on n'interviendra pas. Donc, ce qu'on fera les examens, on les fera uniquement sur un point d'appel. Et c'est pour ça l'importance de la consultation annuelle, extrêmement complète. Vous verrez ce qui se passe. Sauf, bien sûr, l'examen ophtalmologique est indispensable jusqu'à l'âge de 12 ans. Pas au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est un examen ophtalmologique avec champ visuel. L'examen ophtalmologique seul ne suffit pas. Parce qu'on va rechercher des amputations de champ visuel qui sont des premiers signes du gliome optique évolutif. Alors, est-ce qu'on opère un neurofibrome plexiforme? On considère que s'il est de petite taille, et si on peut enlever en totalité, on a intérêt à intervenir très rapidement. Donc, très jeune, on proposerait une intervention. Parce qu'on ne sait pas comment évoluer. Il peut devenir extrêmement déformant, comme sur cette épaule, comme reste stable, mais on prend un risque de laisser évoluer. Par contre, s'il est de grande taille, il n'est pas utile de l'opérer parce qu'après l'intervention, elle sera incomplète, il va récidiver. Et donc, dans ce cas-là, on préfère attendre l'âge adulte pour proposer une chirurgie parce qu'à l'âge adulte, progressivement, l'évolutivité s'arrête. Mais on ne reviendra que s'il y a un retentissement psychologique ou sur les fonctions vitales. Là, c'est sûr qu'on sera obligé de le faire. Alors, l'autre possibilité, c'est l'avenir, c'est les thérapies ciblées. On entend beaucoup parler, ça y est, on a trouvé un nouveau traitement pour un neurofibromatose, c'est génial. Alors, je vous montrer l'article à partir duquel on a évolué. Effectivement, on a vu que ce traitement, qui est un anti-MEC, qu'on utilise depuis un certain temps dans les mélanomes à la métastatique et dans d'autres tumeurs, fait régresser. Vous voyez, on part de 0 et vous voyez, sur une population d'enfants, on a une régression extrêmement importante dans cet cas du neurofibrome. Donc, ça paraît un traitement très, très intéressant. Il y a deux obstacles. Le premier, vous voyez que dès qu'on arrête le traitement, hop, ça repart. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire un traitement prolongé. Le deuxième problème, c'est que nous, on connaît les anti-MEC. Ce sont des traitements qui sont extrêmement agressifs. Ils ont des effets secondaires parfois sévères. Des pancréatites, des EVI, des pneumopathies auto-immunes. Ils donnent des fièvres, des céphalées. Ce ne sont pas des traitements qu'on peut parfois donner aussi facilement, sous d'autant qu'on va le donner pendant long terme. Vous voyez que si on l'arrête, ça repart. Et que les pédiatres avec qui on discute sont extrêmement méfiants en se disant « mais qu'est-ce que va donner un traitement comme ça, à long terme, sur le développement d'un enfant ?» Donc actuellement, la tendance est de le garder en réserve. On le fait que si vraiment on a une menace vitale pour l'enfant. C'est-à-dire un neurofibrome qui commence à l'étouffer, qui commence à l'empêcher de manger, qui commence à l'empêcher de marcher. À ce moment-là, on va tenter un traitement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint un traitement qu'on pourra donner aussi facilement et librement. Donc la question du méthylphénidate, vous savez, c'est le traitement des troubles attentionnels. Les parents sont souvent extrêmement réticents. Les troubles attentionnels sont fréquents, rarement isolés. Vous voyez, dyspraxie, trouble-motricité. Puis ils sont variables dans le temps et dans leur importance. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être pendant 2-3 ans, puis régresser. Il faut ne pas les négliger, quand on risque de prise en charge doit être extrêmement précoce pour très vite éviter cet enfant d'être mis au fond de la classe, d'être laissé tomber par l'instituteur, et petit à petit, il rentre dans un échec scolaire dont il ne se remettra pas. Donc, il ne faut pas refuser ce traitement. Nous avons à Lyon montré que sur une étude en double aveugle,
qu'on avait un réel bénéfice à donner ce traitement chez des enfants avec une bonne indication, c'est-à-dire des enfants qui avaient un retentissement sévère sur leur scolarité, c'est-à-dire qui étaient obligés de redoubler, où l'instituteur disait « je ne pourrai pas m'en sortir », ou dans la vie quotidienne, enfant qui est intenable. Donc c'est un traitement, je crois, qui est bien actif, tout en ayant une bonne indication. Alors, la dernière question, est-ce qu'il y a un risque de cancer? C'est quelque chose qu'on nous pose fréquemment. Chez l'enfant, c'est exceptionnel. Le risque de... Il y en a toujours, mais c'est vraiment exceptionnel. Les sarcomes, les néphroblastomes ou parfois d'autres tumeurs. Par contre, le plus fréquent, c'est le gliome des voies optiques. Il est, dans la majorité des cas, non évolutif. 15% des cas, il est présent, il est évolutif, et même il va régresser. À l'âge adulte, on le voit régresser. Mais quand même, si un gliome commence à donner une dégradation visuelle, une altération du champ visuel, ou alors puberté précoce, bien sûr, on sera obligé d'intervenir. Et ça sera surtout chimiothérapie et pas de radiothérapie comme on faisait avant. Et puis la dernière question, c'est l'adolescent qui nous la pose. Pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas les autres? Là, c'est une question difficile pour nous en tant que médecins. On dit c'est le hasard de la génétique, mais le hasard est... Et on essaie d'expliquer quand même que la mutation fait partie de notre soi, elle fait partie aussi de l'histoire de l'humanité. L'humanité a évolué grâce aux mutations. Mais c'est sûr que l'adolescent souvent sent une grande injustice, un sentiment de culpabilité, de repli sur soi. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention lors des consultations. On les voit souvent, les adolescents, ils sont repliés, ils disent pas grand-chose, t'as compris, oui, qu'est-ce que t'en penses, rien. Puis on le voit jouer avec sa machine en attendant que les parents me posent des questions. Je crois qu'il ne faut pas qu'on minimise. Il y a un article assez récent qui montre quand même qu'il y a un syndrome dépressif dans un grand nombre d'adolescents. Il faut essayer de les comprendre, aider à les soutenir, à accepter un peu, ça c'est un truc que j'insiste, il faut que vraiment l'adolescent accepte ce qu'il a. Il a avec lui, il va le porter toute sa vie, c'est un fardeau, mais ce fardeau, il faut qu'il accepte, il ne faut pas qu'il le rejette. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher la maladie, il ne faut pas non plus la dramatiser. C'est une démarche difficile qui doit être menée à la fois avec les parents, ses amis, et puis nous aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup.